Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement incroyable que vous connaissez sans doute. Le mardi 22 août 1911, un peintre venu copier des chefs-d'œuvre du Louvre constate la disparition de la célèbre Joconde, alors que personne avant lui ne s'était aperçu de la disparition. Partons ensemble découvrir le vol du plus célèbre tableau du monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire du vol de la Joconde, qui est en fait un coup de foudre entre un certain Vincenzo Perugia et la mystérieuse Mona Lisa. Le voleur est un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre lors de l'encadrement du tableau. Vous vous en doutez bien qu'il connaît alors les lieux par cœur. Profitant de la fermeture du musée, il s'approche de la Joconde sans difficulté. Le 20 octobre 1906, une statue d'Isis disparaît du musée du Louvre. Haut de 48 cm, pesant 25 kg, l'œuvre n'est pas facile à dissimuler. Et pourtant, les gardiens n'ont rien vu. Quand, un mois plus tard, une statuette phénicienne se volatilise à son tour, un journaliste facétieux, Félix Mentenier, entreprend de tester la surveillance de l'établissement. Le 1er décembre, il s'empare d'une épitaphe romaine de 6 kg et la dépose à l'inscription en attendant qu'on s'aperçoive du forfait. Comble de l'ironie, le Louvre est à ce point mal tenu qu'on ne remarque rien. Le journaliste va rendre l'objet sans que son absence ait été remarquée. Dans l'article au vitriol où il pointe les défaillances des gardiens, Métainier s'interroge. Au fait, pourquoi n'aurais-je pas emporté la Joconde ? Il ne s'agit alors que d'une boutade. Elle est prémonitoire. Le 21 août 1911, elle devient réalité. Ce jour-là, vers 7 heures du matin, un homme vêtu d'une blouse blanche se faufile dans les couloirs du musée. Et en ce jour de fermeture hebdomadaire, les galeries sont désertes. Il n'y a en tout et pour tout que 12 gardiens sur place. Parvenu dans le salon carré, l'homme se dirige droit sur la Joconde, la décroche en quelques secondes, se débarrasse du cadre imposant à l'aide d'un canif et s'enfuit par un escalier de service qui donne sur la cour du Sphinx, puis sur les quais de la Seine, en passant par la porte Jean Goujon, laissé sans surveillance et dont les 2 battants sont grands ouverts. Et en une demi-heure à peine, il vient de commettre le plus grand cambriolage du siècle. Il a volé la Joconde. Vous êtes sans doute en train de vous dire, mais comment cela est possible ? C'est impossible, elle doit être surveillée 24 heures sur 24. Et pourtant non. Et le plus surprenant, c'est que personne ne s'en rendra compte avant le lendemain, à la réouverture du musée au public. Au matin du mardi 22 août, 2 gardiens constatent que Mona Lisa manque bel et bien à l'appel. Mais ils ne le signalent pas, pensant que le tableau a été envoyé au service photographique. Plus insouciant encore, cet autre collègue qui découvre le cadre abandonné dans l'escalier de service et ne dit rien. Mais à quoi servent les gardes, vous devez vous dire. C'est finalement le peintre Louis Béroud, venu planter son chevalet, qui s'inquiète de son absence et insiste pour que les gardiens se renseignent. Les conservateurs se précipitent dans le salon carré vers 11h30. Rien, la Joconde est introuvable. Le directeur, qui est en vacances, croit à un canular. Quand on se résout enfin à appeler la police, le tableau a disparu depuis 30 heures. Et il est probablement déjà très loin. Le préfet de police, Louis Lépine, arrive au musée, assure à la presse que l'enquête sera vite bouclée. Dans les faits, les investigations durent plus de 2 ans, sans aboutir à rien. Comme vous avez deviné, la police n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle dispose d'une vague description, celle d'un homme en blouse blanche, avec un canotier, portant un paquet sous le bras, et surtout d'une belle empreinte de pouce trouvée sur la vitre du cadre. Les empreintes du personnel relevées pendant les interrogatoires ne correspondent pas. Le voleur ne travaille pas au musée. Les enquêteurs n'ont donc aucune piste et sont prêts à toutes les suivre. Celle de l'Allemagne, qui selon les nationalistes pourrait bien être à l'origine de cette humiliation nationale. Celle des richissimes collectionneurs américains, ou encore celle du journaliste Roland Dorgel, qui à l'instar de Félix Métainier, est en mal de copie. Ainsi, pendant plusieurs mois, est-il suivi par des inspecteurs qui le connaissent bien et croient dur comme fer que l'enlèvement de Mona Lisa est une mauvaise blague du Montmartois, c'est son surnom.
Ne s'est-il pas déjà laissé enfermer une nuit entière dans le musée du Louvre, puis dormir dans un sarcophage égyptien? Ne s'est-il pas moqué du monde artistique en peignant une toile avec la queue d'un âne qu'il fait ensuite exposer au Salon des Indépendants de 1910? Il faut l'admettre, c'est un vol, mais qui pourrait bien porter la main sur un des plus célèbres tableaux du monde? Ce genre de marchandise ne peut pas en effet se négocier sur le marché de l'art, encore moins dans le milieu parallèle. Malgré les primes rondelettes promises par les journalistes et la Société des Amis du Louvre, à qui permettra d'orienter la police vers le malfaiteur, le tableau reste introuvable. L'appel à la dénonciation ne fait que désorienter un peu plus les inspecteurs, ensevelis sous des lettres dans lesquelles tout le monde dénonce tout le monde. Et pourtant, toutes les indications sont scrupuleusement vérifiées, même les plus farfelues. Ainsi prend-on au sérieux la déposition d'un écolier qui a vu 2 hommes emballer Mona Lisa dans du papier journal. En réalité, l'enfant ment pour sécher un devoir de géographie. On signale aussi qu'une bande bruxelloise spécialisée dans le vol d'œuvres d'art l'aurait en sa possession. L'inspecteur des pêches en Belgique se fait passer pour un millionnaire qui veut à tout prix acheter le tableau de Léonard de Vinci. En 2 ans de recherche, une seule personne suspectée d'être responsable de cet incroyable vol. Il est envoyé préventivement en prison, un célèbre poète que vous connaissez, Guillaume Apollinaire. Pour son malheur, ce dernier a embauché autrefois comme secrétaire particulier un individu original nommé Guéry Pierrette, mythomane et voleur à ses heures. Il a dérobé quelques statuettes phéniciennes et ibériques au Louvre, les a revendues au poète et un de ses amis, Pablo Picasso. Celui-ci, paraît-il, s'en serait servi pour peindre ses demoiselles d'Avignon. Toujours est-il que lorsque la Joconde disparaît, Guéry Pierrette en profite pour fanfaronner dans les journaux. Paniqués à l'idée que la police puisse remonter jusqu'à eux, Picasso et Apollinaire rendent les objets que lui ont achetés par entremise du directeur du Paris Journal, qui les restitue au musée. C'est le début des ennuis pour Apollinaire, qui, dénoncé et arrêté le 7 septembre 1911, il passe à la prison de la Santé 5 jours, qui lui ont cependant permis d'écrire l'un de ses plus beaux poèmes. Le poète est libéré faute de preuves. Encore une fausse piste. Mais où est passée la Joconde ? Pendant que l'opinion crée au scandale et que les têtes tombent, notamment celle de Théophile Homolle, le directeur du Louvre, un Italien, Vincenzo Perugia, autrefois employé comme vitrier au musée, conserve précieusement la Joconde chez lui. Il s'agit d'une chambre de bonne située près du canal Saint-Martin, dans une caisse placée sous son lit. Le 20 décembre 1913, il débarque à Florence avec le tableau dans le double fond de sa valise, proposant à un marchand d'art réputé de la vendre au musée des Offices contre une commission de 25%. Le marchand feint d'accepter pour mieux le piéger ensuite et le faire arrêter par les carabiniers. Pour sa défense, Perugia joue habilement sur la corde sensible du patriotisme italien, affirmant qu'il a voulu restituer à son pays un chef-d'œuvre dérobé par Napoléon. Un argument qui ne tient pas, comme vous vous en doutez, quand on sait qu'il a tenté de vendre la célèbre peinture à Londres. Il ignore que la Joconde a été achetée par François Ier à Léonard de Vinci lui-même pour la somme de 4000 écus. Il bénéficie des circonstances atténuantes. Il est condamné en juin 1914 à une peine relativement légère, 1 an et 15 jours de prison. C'est peu dire que le retour de la Joconde en France le 31 décembre 1913 est triomphal. Accueillie comme une star à la gare de Lyon, elle attire une foule immense au Louvre dès qu'elle réintègre les salles des États. Si elle est considérée comme une œuvre incontournable par tous les amateurs d'art avant 1911, il faut avouer que la majorité des Français ignorent son existence. C'est donc le vol de Perugia qui l'a rendu populaire en France et dans le monde entier. Son portrait, en effet, s'affiche à la une de tous les journaux. Mona Lisa a disparu. Cela intéresse toute l'humanité, affirme la Gazette de Francfort, tandis que Le Temps, qui offre une reproduction en couleur du tableau à tous ses nouveaux abonnés, parle carrément d'un deuil national. Grâce à ce vol, Mona Lisa devient la femme la plus célèbre du monde, celle qui attire plusieurs millions de personnes chaque année.
en janvier 1914. Quand elle retrouve sa place au Louvre, Le Figaro, dans son édition du 5 janvier 1914, a raison de prédire que le vol de la Sublime, pour toujours, vous réintégrez le domicile national paré d'un supplément de célébrité qu'une publicité colossale a ajouté à votre magnificence. Et vous allez connaître la gloire. Vous allez être dorénavant non seulement un beau morceau de peinture, mais encore un objet de curiosité sympathique. Si le Louvre est aujourd'hui le musée le plus visité du monde, et la Joconde le tableau le plus célèbre, ne le doit-on pas à Vincenzo Perugia et à son forfait ? Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 23 avril 1911, la France décide d'intervenir militairement au Maroc pour dégager Fès, menacé par les tribus hostiles au sultan. Le 23 avril, c'est la bataille de Tobrouk. C'est un lourd revers de l'armée italienne face aux Libyens et Ottomans commandés par Mustafa Kemal. Le 10 mai, c'est la révolution mexicaine. Pascual Orozco et Pancho Villa s'emparent de Ciudad Juárez. Le 1er juillet 1911, c'est le coup d'Agadir. Un cuirassé allemand, le Panther, se présente dans le port d'Agadir pour protester contre l'avancée des troupes françaises au Maroc. C'est le début de la seconde crise marocaine. Le 29 septembre, l'Italie déclare la guerre à l'Empire ottoman. Un corps expéditionnaire de 100 000 hommes est constitué. Le 5 octobre, la prise de Tripoli par l'armée italienne. En Tripolitaine, le 19 octobre, l'armée italienne s'empare de Benghazi. Le 5 novembre 1911, l'Italie proclame sa souveraineté sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Comme on l'a vu, c'est une histoire assez peu connue pour certains, et pourtant elle a bien failli changer la face de l'histoire de l'art. Le vol de la Joconde, nous sommes le 22 août 1911, quand le célèbre tableau de Léonard de Vinci disparaît de son emplacement au Louvre. Il aura fallu 2 ans pour retrouver le tableau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.